Il y a plusieurs niveaux d'édition et plusieurs types. En Angleterre, ce qui a été très longtemps dominant, c'était les thrillers de cette collection Hodder and Stoughton jaune, qui vraiment ont défini le thriller. Hein, c'est la collection même qui l'a défini. Par exemple ici, avec Edgar Wallace, qui a été le prince du thriller jusqu'à sa mort au début des années 30. On voyait alors, ici, il est impossible de ne pas être thrilled par Edgar Wallace. Hein, on voit bien le lien. Donc ça, c'était pour l'édition anglaise. C'était des éditions bon marché, mais qui étaient finalement assez, disons, lu par à peu près toute la population et très apprécié. Aux États-Unis, on a un système un peu plus gradué, disons, avec des éditions assez chic pour certains auteurs qui étaient assez connus, comme par exemple ici William McGivern, qui est un des grands auteurs de romans noirs des années 50. C'est lui notamment qui a écrit le roman dont est tiré le film Règlement de compte de Fritz Lang, et aussi Le coup de l'escalier de Robert Wise, hein, et quelques autres chefs-d'œuvre. Donc ça, c'est une édition de bonne tenue par un bon éditeur. On en écrivait des comptes rendus dans la presse. C'était des gens qui avaient finalement une position assez assurée. Et puis à côté de ça, il y avait des auteurs, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1950, qui vraiment étaient un peu plus des prolétaires de la littérature et qui écrivaient pour des éditions de poche. Et comme celle-ci, Ace Double, qui est une édition là plutôt bas de gamme, on peut dire, mais c'est quand même là qu'ont écrit un certain nombre de grands écrivains comme Peter Rabe. C'est là aussi que William Burroughs a publié la première édition de son roman Junkie, ou autobiographie, sous le nom de William Lee. Alors celle-ci avait la particularité très intéressante d'avoir deux romans en un. Vous pouviez retourner et vous aviez un autre roman. Allen Ginsberg disait qu'ils étaient en position de 69. Voilà, 69. On en avait deux pour le prix d'un, 35 cents. C'était à peine le prix. Ça faisait à peine le prix d'un magazine, disons. Et on avait deux romans pour ce prix-là. Donc ça, c'est le grand véhicule du roman noir des années 50. Et c'est là que, pas dans cette collection, mais dans d'autres, qu'ont publié aussi David Goodis ou Jim Thompson ou Harry Whittington, ou tous les très grands noms du roman noir des années 50 qui ont fait les beaux jours de la série noire. L'âge d'or des pulps, c'est vraiment l'entre-deux-guerres. C'était des magazines plus grands qui coûtaient d'ailleurs pas beaucoup moins cher que ça et où finalement la forme dominante c'était plutôt la nouvelle, comme c'était des magazines, ils publiaient des nouvelles. Mais c'est là qu'ont commencé Hammett, Chandler par exemple, pour ne citer que les deux plus célèbres. Et la grande époque des pulps, c'était les années 20 et 30. Après la guerre, ils disparaissent et les mêmes éditeurs souvent qui publiaient les pulps se mettent donc à publier ce genre de romans de livres de poche qui n'existaient pas avant. C'est le grand phénomène, la grande révolution, disons, de l'édition de l'après-guerre. C'est cette apparition du livre de poche qui remplace les pulps. Donc les pulps sont condamnés. Et beaucoup d'auteurs qui écrivaient dans les pulps passent donc à ce format-là. C'était le cas de Goodis, c'était le cas de Frederick Brown ou d'autres. D'autres, en revanche, qui sont pas capables vraiment de passer de la nouvelle au roman, sombrent complètement, et on a souvent oublié leur nom aujourd'hui parce qu'ils n'écrivaient que des nouvelles, ce qui est tout à fait injuste. Puis il y avait aussi toute une partie de l'édition américaine qui était très intéressante à étudier, qui était le true crime, c'est-à-dire les journaux de faits divers, un peu comme Détective en France, True Detective en particulier, qui démarre vers 1922, si je me trompe pas, qui a un succès absolument colossal, et c'est aussi pour ces journaux-là qu'ont écrit au départ des écrivains comme Jim Thompson. Souvent, ce qui se passait pour les feuilletons, c'est que c'est un peu comme les franchises aujourd'hui. On achetait le personnage et les droits du personnage et on réécrivait des histoires, soit à partir de ce qui avait été publié dans les pulps, soit de nouvelles histoires qui avaient été construites. C'est ainsi, par exemple, que il y a eu toutes sortes de séries radiophoniques aussi qui ont pu être tirées de personnages de Hammett, du Faucon Maltais en particulier. Il a d'ailleurs vécu après. Il a cessé d'écrire très tôt, mais il a continué à engranger des royalties assez confortables pendant des années grâce à tous ces feuilletons qui étaient adaptés soit sous forme de série B de cinéma, pareil pour l'Introuvable, soit sous forme de feuilletons radiophoniques. L'idée des auteurs, des premiers éditeurs de ces romans, c'était que la couverture, c'est le dispositif publicitaire numéro 1 du roman. Donc elles sont très différentes, vous voyez, des couvertures qui sont publiées ici, même si elles sont illustrées, parce qu'elles sont beaucoup plus sobres. Là, vous avez quand même des couvertures qui sont beaucoup plus dramatiques, qui ressemblent plus à l'art des affiches de cinéma, si on veut, par certains côtés. Vous en avez d'ailleurs qui sont beaucoup plus osées que ça. Celle-ci est relativement sage, Olivier, par rapport à d'autres. Mais ce que disaient les éditeurs, c'est que finalement, on se foutait pas mal de la relation entre la couverture et le contenu du bouquin. Ce qui était important, c'était d'attirer le client. Et d'ailleurs, dans ces éditions
éditions de poche, vous voyez parfois des romans très sérieux, même de Faulkner ou de Sartre ou autres, qui ont des couvertures exactement comme ça, avec des blurbs du style la terreur la suivait dans la nuit, etc., alors qu'il s'agit de romans plutôt philosophiques ou autres. Il y avait même un éditeur, je me souviens d'avoir lu ça, qui disait « Si vous me donnez la bonne couverture, je peux vous vendre Finnegan's Wake de James Joyce comme un livre de blagues irlandaises que je vendrais au Populo dans Skid Row. » Donc c'est quelque chose vraiment... on sent que à partir de la couverture et de ce nouveau système, disons, ce nouveau marché, on peut faire avaler n'importe quel texte à n'importe qui. Sauf que pour la série noire, c'est pas ça. Ah voilà. Alors pour la série noire, c'est très différent, mais c'est justement un contre-pied très intelligent qui est pris par Marcel Duhamel. À l'origine, d'ailleurs, c'est ce qu'explique aussi Natacha dans notre livre. Il y avait eu un autre projet qui était plus graphique, qui avait été préparé, qui était plus bucolique et que Marcel Duhamel avait refusé. Et le coup de génie de sa future épouse, Germaine Gibert, c'était justement de prendre l'idée, à partir d'ailleurs du titre de la collection qui avait été trouvé par Jacques Prévert, Série noire, série de malheurs, etc., qui s'enchaînent, d'avoir pris l'idée d'un faire-part de décès et puis d'avoir simplement inversé les couleurs, le noir à la place du blanc et le blanc à la place du noir, et de ne pas avoir mis d'illustration. Mais ça reste évidemment un phénomène tout à fait à part. Donc on a ici deux livres qui, en apparence, n'ont pas le même titre ni la même couverture, et pourtant il s'agit bien du même roman. Il s'agit de Fallen Angel de Marty Holland, qui avait été traduit une première fois dans la série noire sous le titre Le Resquilleur, et qui vient d'être réédité dans la collection série noire classique, dans une traduction révisée, et donc augmentée par rapport aux coupes originales, et dotée d'une préface, sous son titre donc qui est plus fidèle au titre anglais original, qui était Fallen Angel, c'est-à-dire l'ange déchu. On voit sur la couverture d'ailleurs qu'il y a une photo du film qui en a été tirée, qui porte le même titre en anglais, Fallen Angel, et qui est sorti en France sous le titre Crime passionnel. Cela fait partie d'une série de rééditions de séries noires écrites par des femmes à l'âge classique, donc entre la fin des années 40 et les années 50 et 60, qui ont été voulues par la directrice de la série noire actuellement, Stéphanie Delestré, pour fêter l'anniversaire des 80 ans de la série noire, de cette belle collection, qu'elle est la première femme à diriger. Elle a donc voulu mettre en valeur le rôle des femmes, qui n'est pas toujours très connu, à la fois dans la création de la collection, des personnes qui ont travaillé avec Marcel Duhamel pour la produire, et puis aussi des autrices qui correspondent évidemment à une proportion assez faibles du catalogue sur le plan quantitatif, mais qui ont néanmoins apporté une note assez différente et assez intéressante au catalogue de la série noire dès les premiers temps, à contre-voix de Gertrude Walker, qui est un des premiers numéros de la série noire, et ensuite Marty Holland, qui suit de peu après, quelques années plus tard, avec ce beau roman qui est donc Le Resquilleur, aujourd'hui, auquel on rend son titre original d'Ange déchu. Listen to that. Sound of far off places. You like the sound of the ocean? I like the way you talk. Ben, comme on voit, il y a une très belle photo. On peut se dire qu'elle aurait pu faire une belle carrière d'actrice. Elle ressemble un petit peu à Jean Harlow, si on veut, dans la photo qui en est donnée dans notre livre, qui d'ailleurs vient des archives familiales. Cela étant, bien qu'elle ait travaillé à Hollywood, elle n'a jamais, semble-t-il, souhaité être actrice de cinéma. Elle voulait avant tout être écrivaine, donc elle a travaillé plutôt du côté de l'écriture des films. Mais elle avait néanmoins une expérience théâtrale quand elle était à la fin du lycée, du high school, comme on dit aux États-Unis. Elle avait interprété le rôle principal dans une pièce amateur montée par l'école en dernière année, tirée de Booth Tarkington. Donc je pense qu'elle avait aussi un potentiel de ce côté-là, mais qu'elle a finalement décidé plutôt d'exercer son potentiel d'écrivaine comme activité professionnelle.
Parce que l'image que l'on voit, la photo que l'on voit, quand même, on a l'impression que c'est sorti d'un polar. Oui, la pose est très belle, séduisante. Ça fait un petit peu photo publicitaire des studios de l'époque. On peut se demander d'ailleurs qui a pris cette photo. On ne sait pas exactement. C'était peut-être une photo de la Fox ou de la Paramount pour lesquelles elle a travaillé. Effectivement, on sent qu'en tout cas, elle est bien plongée dans cet univers et qu'elle a elle-même d'ailleurs contribué à créer, à travers ses livres et à travers les 2 films qui ont été tirés de son œuvre, qui sont donc Crime passionnel en français et puis La femme à l'écharpe pailletée, en anglais The File on Thelma Jordan, un film de Robert Siodmak de 1949 pour lequel elle avait écrit un scénario original. Et alors, d'abord, même aux États-Unis, il était assez difficile pour les femmes de se faire éditer dans les magazines pulp qui étaient spécialisés dans la littérature criminelle. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle qui s'appelait Mary, de son prénom, a choisi de mettre un T entre le R et le Y du prénom pour le transformer en un prénom masculin, qui est Marty. Et ainsi, elle a pu se faire passer pour un auteur masculin lorsqu'elle a publié ses premières nouvelles dans les magazines pulp de l'époque. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, elle était rentrée comme secrétaire dactylo à la Paramount et que, à force de taper les scénarios des autres, elle s'était dit un jour, tous ces scénarios valent pas grand-chose et je peux faire mieux que ça, ce que se disent beaucoup de gens, mais rares sont les personnes qui passent vraiment à l'acte et qui ensuite essayent d'en écrire un elle-même. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a écrit d'abord des nouvelles pour se faire la main sous ce nom de Marty Holland, et puis très vite, elle a écrit un premier roman policier qui est bien dans l'atmosphère, disons, dominante du noir de l'époque, c'est-à-dire finalement les romans de James Cain. Assurance sur la mort, c'est vraiment ça, je pense, l'atmosphère de l'époque. Ça venait d'être un très gros succès tourné par Billy Wilder, d'après le roman de Cain, donc, sur un scénario de Raymond Chandler. Et ça se passe à Los Angeles. Et elle aussi, elle écrit un roman qui se passe en Californie à la même époque, juste après. Et là, bingo, elle réussit à la fois à le vendre à un grand éditeur américain qui est l'éditeur Dodgen, et en même temps, surtout, beaucoup plus important encore, le vendre à la Fox pour la somme colossale de $40 000, ce qui la propulse d'un coup sur le devant de la scène hollywoodienne. $40 000, c'est une somme énorme pour l'époque. Ça correspond à 500 ou 600 000 euros d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une véritable fortune pour quelqu'un qui venait d'un milieu modeste et qui avait un salaire assez faible. Donc, ça a été finalement un pari tout à fait réussi. Et grâce à ça, très vite, ce roman qui paraît en 1945 est adapté au cinéma la même année par un très grand metteur en scène, Otto Preminger, qui reprend en fait l'équipe qui avait fait son précédent très grand succès, qui était Laura. C'est aussi peut-être l'autre grande inspiration du film, c'est-à-dire le même chef opérateur, le même musicien, la même star masculine qui est Dana Andrews, la même atmosphère, on peut dire vraiment. Et là encore, un très beau film en émerge. Le même éclairage aussi. Le même éclairage, absolument, qui est dû donc à Joseph Lachelle, qui est un très grand opérateur, qui a eu un Oscar pour avoir filmé donc avec Preminger Laura, et qui reproduit avec cette grande virtuosité des lumières, des mouvements de caméra magnifiques, des plans séquences extraordinaires, notamment vers la fin dans une scène d'hôtel sordide à San Francisco, où on a de très longs plans séquences dans un espace extrêmement réduit, avec des angles très dramatiques, les néons à l'extérieur, enfin vraiment quelque chose d'extrêmement envoûtant. Qui correspond à la quintessence du film noir tel qu'on se l'imagine aujourd'hui. Where to? Home. Pas au scénario Non, elle n'a pas participé au scénario. Elle avait dit elle-même d'ailleurs qu'elle ne souhaitait pas être scénariste. Ce qui l'intéressait, c'était d'écrire des histoires originales, mais pas de tripatouiller les histoires déjà écrites, même si c'était les siennes. Et donc, en fait, elle travaillait elle-même pour la Paramount et ce film a été tourné par la Fox. Ensuite, son deuxième scénario qui a été acheté par la Paramount, effectivement, c'est quelqu'un d'autre qui... elle a écrit le traitement, l'histoire originale, mais le scénario sous forme de script a été fait par quelqu'un d'autre. Elle a dit plus tard dans un entretien que ça n'intéressait pas du tout de faire ce travail-là. Alors, je pense que ce qui était en tout cas assez rare comme position, c'est cette volonté justement de ne pas travailler comme scénariste, mais uniquement comme productrice d'histoires originales, parce que finalement, on pouvait gagner bien sa vie en faisant des scénarios. Même des gens comme William Faulkner ont fait ça assez longtemps, et c'est pas n'importe qui.
de manière, il faut dire, plutôt alimentaire, mais enfin quand même. Lee Brackett, une autre grande écrivaine dont on parle aussi dans ce livre, Les femmes de la série noire, et qui est de la même génération, a aussi écrit de très beaux scénarios, d'ailleurs tirés de Chandler. C'est elle qui a écrit le scénario du Grand Sommeil avec justement Faulkner, donc c'est pas rien. Et puis ensuite, plus tard, celui du Privé d'Altman, qui est tiré du roman The Long Goodbye de Chandler. Donc c'était quand même quelque chose que la plupart des écrivains faisaient volontiers, même s'ils avaient tendance effectivement à, d'un côté, écrire leurs romans et de l'autre, travailler sur des scénarios qui n'étaient pas forcément tirés de leurs romans. Si on prend le cas, par exemple, de Chandler, il n'a travaillé sur aucun des scénarios tirés de ses propres romans, mais il a scénarisé les romans des autres, puisque c'est lui qui a donc fait le scénario d'Assurance sur la mort tiré de James Cain, et c'est aussi lui qui a travaillé au premier scénario tiré du premier roman de Patricia Highsmith, qui est L'inconnu du Nord Express, Strangers on a Train, par Alfred Hitchcock, donc c'est pas rien non plus, même si c'est très mal entendu avec Hitchcock, qui finalement a fait refaire le scénario. Toujours est-il que c'est un exemple, en tout cas, de la manière dont il y a une sorte de dissociation entre le travail du romancier et le travail du scénariste. Elle l'explique d'ailleurs dans un entretien qu'on a retrouvé et reproduit dans ce livre. Pour ce qui était de percer dans les magazines pulp, effectivement, c'était important puisque c'était plutôt assez genré et que, disons, les magazines d'action et les magazines de fiction criminelle, contrairement aux magazines de romance, par exemple, qui étaient plutôt féminins, visaient plutôt un marché masculin et donc avaient tendance à rechercher aussi des auteurs masculins. Donc, pour percer dans ce premier marché, elle a effectivement choisi ce prénom de Marty parce qu'il valait mieux passer pour un homme dans ces cas-là. Cela étant, c'est plus tout à fait vrai quand on passe au roman et quand on passe au cinéma, puisque là, au contraire, on est dans un milieu, disons, un peu plus bon chic, bon genre, on pourrait presque dire, en tout cas un niveau un peu plus prestigieux de l'édifice littéraire et culturel, où les femmes sont plus acceptées et où il y a moins cette division qui est assez caractéristique de la littérature, qu'on pourrait dire bas de gamme, sans vouloir être méprisant à son égard. Donc à ce moment-là, Marty Holland, on savait que c'était une femme, il y avait sa photo reproduite sur les couvertures, même si elle avait gardé, elle le disait, son prénom de Marty, parce que comme ça lui avait porté bonheur au début de sa carrière, elle avait décidé de le conserver par la suite. Ensuite, pour ce qui est de la série noire, par exemple, on peut effectivement se dire que là, le fait d'être une femme n'était pas forcément un avantage, même si Gertrude Walker donc a été publiée assez tôt. Marty Holland, je pense que beaucoup de lecteurs ne savaient pas que c'était une femme. Le prénom, a priori, n'est pas féminin. L'écriture, a priori, n'est pas très féminine non plus, parce qu'elle écrit vraiment dans le style de Cain, un style... Il y a du sexe, de la violence, de la séduction, il y a toutes sortes de choses qui, au premier abord, en tout cas, la distinguent pas beaucoup des écrivains hommes de son époque. Donc, il y avait une proportion de femmes, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et beaucoup de femmes qui cherchaient à se faire publier effectivement dans la littérature pulp ou dans la série noire ont adopté des noms d'hommes. Hein, et de fait, d'ailleurs, beaucoup de femmes qui ont écrit dans la série noire à ses débuts avaient des noms d'hommes. Et je suis pas sûr que Marcel Duhamel lui-même était toujours au courant du genre. Par exemple, un exemple, c'est le roman qui s'appelle À la casserole de Danny Spade. Danny Spade, c'était je pense qu'il s'imaginait que c'était un écrivain américain homme, or c'était une autrice britannique femme. En réalité, il avait négocié ça à la va-vite avec un éditeur londonien, sans se rendre compte forcément de qui se cachait derrière ce nom. Donc c'était un exemple parmi d'autres. Il y en a quelques autres qu'on pourrait citer où effectivement des auteurs femmes se cachaient, on pourrait dire, derrière des noms masculins. C'était pas systématique, mais c'était quand même relativement courant. Ce que je note en lisant ces romans, c'est qu'il y a une différence plutôt, on pourrait dire, un peu idéologique, de construction des scénarios. Disons qu'il n'y a pas d'exploitation au sens masculin du terme des personnages féminins. Les personnages féminins sont plus complexes. Et il y a aussi, je pense, une remise en cause des personnages masculins et de ce qu'on pourrait même appeler, au-delà des personnages masculins, de la masculinité et de la violence masculine, qui est beaucoup plus forte, je pense, dans les romans écrits par des femmes que dans les romans écrits par des hommes. On voit ça très bien, par exemple, dans les romans aussi de Lee Brackett, qui est une des grandes autrices de romans noirs de l'époque, qui semble au premier abord tout à fait chandlerienne, mais dont les personnages violents, finalement, s'autodétruisent, et finalement, c'est la violence elle-même qui devient un petit peu un trait
masculin remis en question selon cette perspective féminine. Donc je dirais que selon les apparences, on a une apparence de roman noir assez proche de celle que peuvent produire les hommes, parce qu'il y avait quand même un marché qui demandait certaines caractéristiques, mais que à partir de là, il y a toute une série de dissonances qui se mettent en place. Il y a aussi peut-être des façons... il y a par exemple dans Crime passionnel, il y a une fin tout à fait étonnante où, en réalité, pour ne pas trop révéler l'histoire, mais le héros, qui est une espèce de filou et d'escroc de bas étage, épouse une femme pour son argent, pour en réalité partir avec son magot et se mettre avec une autre qu'il a séduite. L'autre est assassiné, il est obligé de se cacher avec sa femme légitime, donc il ne veut pas. Et puis une espèce de coup de théâtre se passe qui fait qu'il tombe amoureux de cette femme, et tout d'un coup il y a une sorte de passion qui se réveille en lui et qui lui permet de se racheter. Ce qui est un scénario tout à fait original en réalité, si on regarde les scénarios à la Kane, justement, puisque à la Kane c'est plutôt le contraire. On a un couple marié et puis l'amant qui se met ensemble avec l'épouse pour liquider le mari, et de là on passe à quelque chose de tout à fait tragique. Donc on peut dire qu'il y a là une sorte de variation sur un genre assez masculin qui est celui donc du triangle amoureux tragique, qui est un petit peu racheté dans un autre sens sous un angle qui pourrait être peut-être celui d'un genre un peu plus féminin à l'époque, qui est celui de la romance finalement, de la romance. Elle a écrit combien de romans? Elle en a écrit 5, alors ce qui est pas beaucoup. Elle a eu en fait un succès très éphémère, ce qui est d'ailleurs assez caractéristique de cette génération extraordinaire de femmes qui ont eu leur chance pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut en citer, j'en ai cité d'ailleurs dans l'ouvrage avec Nathalie un certain nombre. Il y a une grande génération, il y a Craig Rice, il y a Dorothy Hughes, il y a Lee Brackett, il y a Gertrude Walker, il y a elle, il y en a plein d'autres, qui vraiment profitent du fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, les hommes sont envoyés au front, aussi bien d'ailleurs les auteurs pulp que les scénaristes hollywoodiens, et que donc il y a un besoin d'écrivains, et que c'est un peu d'ailleurs comme beaucoup d'autres métiers, c'est souvent, c'était déjà le cas pendant la Première Guerre mondiale, c'est le cas dans la Seconde, les femmes profitent finalement de l'absence des hommes pour récupérer une partie du travail et des emplois dont elles étaient exclues auparavant, et c'est ainsi qu'elles percent dans les pulps, et c'est ainsi qu'elles percent à Hollywood pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est assez typique, ce grand succès, il est de 1945, la guerre était encore pas terminée, aussi bien au moment où le roman est publié qu'au moment où le film se fait. Et puis après, les hommes reviennent et on sent qu'il y a une espèce d'éviction lente, mais qui se fait inexorablement, et que toutes ces femmes qui ont connu finalement une sorte d'heure de gloire, ou en tout cas beaucoup d'entre elles, ont du mal à se maintenir peu après. Donc finalement, entre 1945 et 1950, elle a connu son heure de gloire. 1949, il y a le deuxième grand film de Siodmak tiré d'une de ses histoires. Entre-temps, elle aura publié un autre livre, The Glass Heart, qui n'a jamais été traduit en français, qui est tout à fait intéressant et tout à fait dans la veine de Crime passionnel, pour lequel d'ailleurs la Fox avait acheté les droits d'adaptation, et pour lequel James Cain lui-même avait écrit un scénario qui existe, qui est en possession d'ailleurs des héritiers de Marty Holland, mais qui n'a malheureusement jamais été tourné. Et à partir de là, on sent que les difficultés s'accumulent, puisqu'elle a écrit 2 autres petits romans un peu mélodramatique, dont un est complètement introuvable, l'autre j'ai réussi à le trouver après moult recherches, qui s'appelle The Darling of Paris, qui est situé à Paris juste après la guerre, avec des intrigues sentimentalo-criminelles relativement intéressantes aussi pour l'arrière-plan de l'époque. Et puis un autre roman criminel très intéressant qui a été publié dans la série noire. Alors pour une fois, on a beaucoup critiqué la série noire pour ses traductions, mais là on peut dire vraiment qu'elle a fait une œuvre de sauvetage, puisque ce roman qui a été publié sous le titre de Pas blanc en 1957, qui est une histoire très intéressante de policier pourri et brutal, un petit peu presque à la Jim Thompson ou à la Harry Whittington. C'est un roman qui n'a jamais été publié en anglais, jamais été publié aux États-Unis. Il a peut-être été refusé. On sait que beaucoup de ces romans traduits dans la série noire a été traduits sur tapuscrit, envoyés par des agents avant même qu'ils soient publiés aux États-Unis. Et malheureusement, ce roman a disparu en anglais. Donc on n'en a plus de version originale, on n'en a que une version en traduction. Or, c'est son dernier roman publié et c'est son dernier grand roman criminel. Voilà. Et puis après ça, une disparition jusqu'à finalement sa mort en 71. Ce qu'on a retrouvé dans ses archives à sa mort, c'est un dernier roman tout à fait intéressant, un peu dans la tradition de
Ne tuez pas l'oiseau moqueur, un roman sur le Sud, le racisme, le lynchage, qui a été publié par Stark House, qui s'appelle Baby Godiva, Petite Godiva, on pourrait dire, qui était un roman tout à fait intéressant, qui serait intéressant aussi d'ailleurs de traduire et de publier en français, qui montre un changement de veine. Là, on passe de la Californie à un Sud rural qui macère un peu dans ses passions mauvaises, etc. Mais on voit qu'elle cherchait toujours à se renouveler, à faire des choses intéressantes, mais que là, elle n'avait plus malheureusement de marché pour la porter, contrairement aux années 40.